Aux administrés de la ville d'Apt. Nous sommes aux archives municipales de la ville d'Apt et on y apprend beaucoup de choses intéressantes sur le volet historique des réfugiés et des évacués que la ville d'Apt a reçus, on va dire depuis un siècle. Bonjour. Oui. Où est-ce qu'il est notre traducteur? Vous voulez traduire au fur et à mesure? Vous faites les breaks? Oui, c'est ça. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je crois qu'il était tout naturel que la ville d'Apt réponde présent à cet appel du gouvernement et des services de l'État lorsqu'ils ont recherché des communes pour accueillir un contingent de 500 Syriens. Donc tout naturellement, nous avons mis en place avec les services d'Adoma l'accueil et l'arrivée de ces personnes. Je voudrais ici, au nom de la ville, leur souhaiter la bienvenue, mais surtout vous remercier toutes et tous de l'attention que vous avez portée à l'accueil de ces 5 familles de Syriens qui sont ici pour quelque temps. On espère en tout cas que ce temps sera un temps paisible, un temps qui leur permettra peut-être de rebondir sur autre chose. En tout cas, voilà, que la ville d'Apt soit à la hauteur de cette tradition d'accueil et d'asile. Merci à vous en tout cas, et puis soyez les bienvenus à Apt. Moi je suis franco-syrien qui habite à Apt et aujourd'hui donc je vais vous accompagner pour visiter les familles syriennes qui sont arrivées de la Syrie et à travers le Liban et qui sont installées ici à Saint-Michel à côté de la ville d'Apt. Sabah al-Khair, il est né en 83, donc il a 31 ans. Ça, c'est la carte d'identité de la télé syrienne, en fait, c'est les papiers de la télé syrienne. Et ça prouve qu'il fait partie de l'union des journalistes syriens. Avant, il travaillait à la télé syrienne et en 2011, quand il y a eu les événements, ses parents ont été obligés de quitter, ils sont sortis au Liban. Et après quelques mois où il a vécu tout seul, il a suivi ses parents au Liban. C'était en mars 2012, donc un an après les événements. Il dit qu'avant la Révolution, il travaillait, il avait une maison, donc leurs conditions financières n'étaient pas mal. Et puis après, ils ont entendu avec les débuts des événements, ils étaient contents parce qu'il allait avoir un peu de liberté, qu'ils finissent un peu de ce régime où il y avait trop de sécurité. Ils étaient heureux au début et après, c'était de pire en pire. Voilà. Quand il est sorti de la Syrie vers le Liban, au début, il n'avait pas de travail, mais il a essayé de travailler entre les camps de réfugiés, où il a monté un film dans lequel il parle de ce qui se passe pour une association bienfaitrice du coin là-bas. Il a été donc arrêté au Liban parce qu'il lui était interdit de faire ce genre de travail. Saher nous dit que ses enfants sont très heureux d'être ici. Ils sont inscrits à une école alors que là-bas ils ont été déscolarisés pendant un certain moment. Et puis là-bas ils entendaient les bruits de guerre. Donc il y avait des fusées terre-terre qui tiraient autre chose. Donc l'enfant a été traumatisé, surtout le garçon. Donc il est beaucoup plus serein depuis qu'il est arrivé en France. Le directeur régional d'Adoma, qui est la structure qui encadre l'accueil de ces réfugiés en France. Monsieur le directeur, si vous voulez nous dire ou leur dire peut-être deux mots. Tout d'abord, deux mots. Je voulais remercier Monsieur le maire de nous avoir accueillis donc, sur la ville d'Apt, puisque nous l'avions sollicité il y a quelques mois dans le cadre de cet accueil de réfugiés, puisque donc, nous sommes missionnés par l'État pour accueillir 500 personnes au niveau national. Donc, merci et bienvenue à toutes ces familles d'une fois dans notre parc et puis bienvenue en France. أنا مواليد 62 1962 خلينا
Ali, qui est ici, est né en 62. Il a fait des études. Il vivait bien. Ils avaient assez d'argent. Ils avaient plusieurs magasins. Il a embauché 5 à 6 personnes. Donc leur vie, d'une manière matérielle, était très bien. Mais en 2011, quand tout le monde a commencé à protester d'une manière non violente, finalement, ils ont dû manifester. Malheureusement, la réaction a été sanguinaire. Donc ils sont arrivés chez lui, ils ont cassé sa maison, ils ont volé tout ce qu'il y avait dans la maison. On lui a cassé ses magasins, ils l'ont mis en prison pendant 70 jours, où il a été beaucoup insulté, beaucoup frappé, beaucoup maltraité. Et donc en 2012, ils ont décidé de quitter et d'aller vers le Liban. Il dit que quand on vit en Syrie et on nous parle de la France, on voit la différence entre vivre au paradis pour la France, bien sûr, et vivre en enfer pour la Syrie. Il ne faut pas oublier que la Syrie était sous mandat français entre les deux guerres. Donc son père lui racontait aussi comment ça se passait au temps des Français, donc il a gardé ça un peu en tête. Et il y a encore des traces de la France en Syrie qu'il connaît. Comme on est en Syrie, on n'aime pas du tout attendre que les aides arrivent et puis vivre sur les autres. Donc le but premier, c'est apprendre la langue et apprendre comment ça se passe ici pour pouvoir travailler et se mettre dedans et produire. Les enfants ont été scolarisés de façon rapide. Les titres de séjour ont été également attribués de façon rapide. C'est une mobilisation totale, je l'ai dit, des services de la municipalité, de la préfecture, de Pôle emploi pour ceux qui souhaitaient s'inscrire à Pôle emploi, de la CPAM également. Également la directrice de l'hôpital a fait ce qu'il fallait pour accueillir les personnes qui présentaient une fragilité. Donc cette mobilisation-là qui souligne toujours nos valeurs de solidarité et de fraternité auxquelles on tient tant. La vie en Syrie était difficile et qu'avec les débuts des événements, en fait, lui, il a envoyé les petits de ses enfants à Beyrouth où il connaissait des gens et ils vivaient tout seuls dans leur grande maison. Et puis un soir, ils se mettaient à manger et il y a eu 2 saours et 2 fusées qui sont tombées sur la maison. Donc la maison s'est cassée, les gens sont rentrés pour voir s'il était vivant. Et là, heureusement, il n'a pas été touché. Donc il est sorti de la maison dans ce cas, il a décidé de partir. Donc il a traversé un camp de réfugiés palestiniens qui s'appelle Yarmouk. À l'époque, il n'était pas encore encerclé par les forces d'Assad. Donc il a quitté, suite à ça, Damas et il est parti vers Beyrouth. Il est âgé, il a eu une opération du cœur et quand il descend, il fait même un signe à des voitures. Il y a des voitures qui s'arrêtent, qui le descendent jusqu'à Apt pour faire les courses ou qui le montent dans l'autre sens. Les gens n'ont pas peur d'eux, ils sont bien accueillis et ils trouvent ça excellemment bien. Il souhaite pour ses enfants et pour ses petits-enfants qu'ils soient bien intégrés, qu'ils vivent comme des Français et puis qu'ils aillent de l'avant. Et sa dame a rajouté que l'accueil a été excellent, qu'ils ont été ici en sécurité et c'est ce qui leur manquait le plus, c'est se sentir en sécurité ici, loin de toutes ces affaires de violence qui est actuellement la règle en Syrie. Il a été très touché par l'accueil du maire ici et des autres religions et c'est la façon dont ils voient leur religion eux aussi, c'est une confrérie avec les autres religions et on ne touche pas aux autres et on vit en paix avec tout le monde. Alors mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue en France, je vous souhaite la bienvenue à Apt. Nous sommes là pour vous aider à changer de vie, à faire en sorte que vos enfants grandissent dans un environnement le plus sécurisé possible. Et je sais que par rapport à ce que vous venez de vivre, c'est important pour vous. Et je sais aussi que nous allons être gagnants en vous accueillant parmi nous. Bon séjour parmi nous, messieurs, dames. Il a 45 ans, il vivait en Syrie dans une ville du nord qui s'appelle Qamishli. C'est une ville dans laquelle la majorité des habitants, à peu près 95%, sont des Kurdes. Et il y a un peu aussi des chrétiens avec eux.
Donc il vivait bien parce qu'il avait ouvert un magasin de vente d'habits pour dames. Et en 2011, quand les événements ont commencé, il insiste pour dire qu'il n'y avait rien d'agressif. C'était des jeunes personnes d'un peu partout qui rêvaient d'un petit peu de liberté, que le pouvoir les lâche un peu pour pouvoir vivre, gagner leur vie, travailler. Parce que le pouvoir là-bas contrôlait tout. Et spécialement les Kurdes. Il a dit que s'il voulait appeler même son fils d'un nom, il faut l'accord des deuxième bureau Mukhabarat syrienne. Par exemple, s'il voulait donner un nom kurde comme Jean ou Jeanne ou Jian, qui sont des noms kurdes, il faut qu'il aille présenter une demande spéciale au service de sécurité, qu'on appelle là-bas le Mukhabarat, et on lui collait souvent avant Mohammed Jeanne ou Mohammed Jian ou tout ça. Donc même ça, il fallait qu'ils mettent leur nez dedans. Donc le premier soulèvement était pour avoir un peu de liberté et pouvoir entreprendre. Donc il cherchait au début vraiment pas à renverser le régime, il cherchait juste à avoir un peu de liberté et de considération du régime. Alors l'image la plus forte qu'il garde, c'est une image qui s'est passée dans sa propre maison. Alors quand il y avait les manifestations, et la manifestation ce jour-là passait à côté de sa maison, les Mukhabarat, qui font partie de tout ce qui est sécurité, tiraient sur les manifestants. Alors pour échapper, ils essayaient, c'était une petite maison à Ramechli, de sauter au-dessus pour passer à l'autre route qui était derrière. Donc ils essayaient d'enjamber les maisons, il y avait des petits jardins dedans, traverser, aller là. Et lui, sa maison était ouverte, la porte restait toujours ouverte parce qu'ils habitaient tous ensemble, c'était de la famille, des sœurs, le frère, l'oncle, le cousin, etc. Donc c'était ouvert. Donc les manifestants ont traversé en ouvrant la porte et passant de l'autre côté. Et derrière eux, il y avait les gens de la sécurité qui sont rentrés. Lui, il n'était pas à la maison. Donc ils sont rentrés, ils ont insulté tout le monde, ils ont maltraité sa femme, ils ont maltraité les deux gamins qui sont cachés sous la télé, dans un meuble de la télé. Et quand il est revenu, ils étaient complètement apeurés. Et il tient à préciser que quand ils sont arrivés ici, ils ont dû être suivis même psychologiquement, tellement ils ont été traumatisés. Et il dit que franchement, le terrorisme, c'était ça pour lui. Ça, c'est le terrorisme. Merci et bienvenue en France à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Nous sommes aux archives municipales de la ville d'Apt et on y apprend beaucoup de choses intéressantes sur le volet historique des réfugiés et des évacués que la ville d'Apt a reçu, on va dire depuis un siècle. Si on remonte à 1914 et la Première Guerre mondiale, on a par exemple l'arrivée d'enfants parisiens. Ils avaient entre 6 et 13 ans, donc 6 ans pour les plus jeunes, ce qui est quand même assez remarquable. Et dès août-septembre 1914, on a un afflux de réfugiés, puisqu'en septembre 14, on comptabilise pas moins de 250 réfugiés des régions du nord et de l'est de la France, de la région parisienne. Ça, c'est, on va dire, des réfugiés français, même si les Alsaciens et les Lorrains étaient considérés comme allemands à l'époque. En revanche, on va avoir aussi des étrangers qui vont arriver dès ces années-là. 1916, c'est l'accueil des Serbes notamment. Au collège d'Apt, il va y avoir une vingtaine d'étudiants âgés de 18 à 19 ans qui vont être accueillis avec leurs professeurs. On va avoir aussi, parmi les réfugiés, des Arméniens. On en a la trace malheureusement qu'à la fin de la période, c'est-à-dire qu'en 1939, lorsqu'il s'agit de faire le bilan des étrangers et réfugiés qui se trouvent dans la région, on a environ une douzaine d'Arméniens qui sont répertoriés comme étant encore de nationalité arménienne. En revanche, les Italiens, c'est un cas un peu particulier. Il y avait une forte immigration italienne dans la région. Donc la ville d'Apt accueille des Italiens de nationalité. Et on s'attend à les trouver fuyant le fascisme. Or, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt soupçonnés, pour certains d'entre eux, d'être des fascistes. Et donc, dans les années 30, on va les ficher en tant que tels, comme fascistes potentiels. L'autre surprise, c'est les Espagnols.
puisque on peut s'attendre à la fin des années 30 à ce que des réfugiés espagnols fuyant le franquisme viennent chez nous. Et on en trouve la trace de 5 dans notre région, qui étaient des combattants qui ont fui San Sebastián, où il y avait eu de très durs combats, et qui arrivent à Apt en septembre 1936. Voilà. Et on va assez rapidement trouver des solutions pour qu'ils retournent en Espagne, sachant qu'on est en période de crise et que le chômage, les difficultés sociales font qu'on a du mal à intégrer ces réfugiés espagnols. Voilà les évacués, liste des évacués de la Deuxième Guerre mondiale, où on va trouver eh bien, les gens venus d'un peu toute la région, Toulon, Marseille, le Var, la Moselle, Perpignan, Aix, Paris. Et ça, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de personnes sont venues trouver refuge ici à Apt. Pour être complet, on peut évoquer bien le cas des harkis. La guerre d'Algérie a été un autre épisode, on va dire, marquant de l'histoire du XXe siècle. Et des harkis vont s'installer à Apt. Lorsque les harkis sont accueillis dans un premier temps, on leur fabrique des baraquements qui sont censés être provisoires. Et puis le provisoire dure, comme malheureusement on sait que ces harkis ne peuvent pas retourner en Algérie. Et à tel point d'ailleurs qu'en 1971, on fait remarquer que ces logements sont insalubres. Donc on va prendre des mesures pour fabriquer de nouveaux logements. Et une nouvelle cité va voir le jour en 1975. Donc une douzaine d'années après leur arrivée sur Apt, dans ce quartier de Saint-Antoine, et ces bâtiments sont encore visibles de nos jours. Ce qui est assez frappant dans cette évocation sur un siècle, finalement, de réfugiés et d'évacués qui ont trouvé asile à Apt, c'est qu'ils ont tous fui une situation dramatique. On sait bien que le XXe siècle a été rythmé, son histoire a été rythmée par des conflits terribles, et ces populations ont trouvé refuge à Apt, et parfois durablement. Des liens se sont noués, des familles se sont créées avec des origines diverses. Alors, quelle sera l'histoire de ces Syriens que Apt accueille aujourd'hui ? Nul ne peut le dire. En revanche, on sait très bien que, par exemple, les familles arméniennes, des Italiens, des Espagnols sont restés dans le pays d'Apt. Des Alsaciens et des Lorrains, que ce soit la Première et la Deuxième Guerre mondiale, se sont installés. Il y a eu des mariages, il y a eu des enfants. On ne peut pas ne pas citer les harkis, qui font partie de la communauté de la ville d'Apt. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter à ces réfugiés syriens, c'est qu'ils soient accueillis comme l'ont été tous ceux qui les ont précédés. Malheureusement pour eux, ce qui est dramatique, c'est qu'ils aient dû fuir leur pays. Heureusement pour eux, Apt reste une terre d'asile.